Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci à Véronique, merci à M. Foury pour l'invitation. C'est une belle occasion de réfléchir ensemble, finalement, au développement durable puis à certains liens qu'on peut faire comme citoyen puis comme vétérinaire ou quelle que soit la pratique qu'on fait. Alors, moi, j'ai envie de commencer par un petit exercice avec vous après le dîner. Je vous invite à mettre la main dans le cou de la personne à gauche ou à droite de vous, tirer sur l'étiquette et regardez où le vêtement qu'il ou elle porte a été fabriqué. Si vous êtes trop gêné, vous pouvez le faire pour vous-même. Des fois, c'est sur le côté aussi. OK. Maintenant, je vous invite à me dire où étaient fabriqués les vêtements d'Il, elle ou votre propre vêtement. Portugal. OK, là, imaginez que la Terre tourne puis que le pays s'illumine quand vous le mentionnez. Donc, Portugal, Mexique, Cambodge, Chine, ben oui, c'est Chine, Bangladesh, Italie, Canada, Montréal, Inde, en tout cas, bref, beaucoup de pays d'Asie, quand même, un petit peu de l'Amérique du Nord via le Mexique, les États-Unis. Maintenant, si je vous invite à réfléchir à ce que vous avez mangé pour le petit déjeuner. Est-ce qu'il y en a qui ont bu du café? Alors, le café venait peut-être du Kenya, du café équitable, super. Alors, il venait peut-être du Mexique, du Costa Rica, de la Colombie. Si vous avez mangé des bananes, elles venaient probablement d'Amérique centrale. Si vous avez mangé du pain, probablement que le pain, les céréales venaient de l'Ouest, soit canadien ou américain. Bref, tout ça pour dire que dès les tout premiers moments de votre journée, dès l'instant où vous êtes habillé ou vous avez pris votre petit déjeuner, vous avez été en lien avec des gens d'un petit peu partout à travers la planète. J'aimerais ça qu'on laisse les diapositives quand je parle, si possible, tout le long de ma présentation. Merci. Ça va faciliter. Et à chaque instant, on a été en contact non seulement avec des gens, mais avec les écosystèmes aussi, parce que tout ce qu'on consomme, bon, la nourriture bien évidemment, qui est notre manière de transformer l'énergie du soleil en énergie qui nous permet de vivre, tout dépend des écosystèmes, de l'énergie, de l'eau et tout. Donc, on est dans une société qui parle beaucoup d'individualisme. On se présente beaucoup comme étant individualiste, mais en même temps, dans les faits, plus que jamais, on a été dépendants des uns des autres et plus que jamais, l'ensemble de nos choix, on prend plein de décisions tous les jours, choix de consommation et autres, ont une incidence sur les gens d'un petit peu partout à travers la planète. Donc, c'est à chaque fois des occasions aussi de choisir est-ce qu'on veut faire partie plus du problème ou est-ce qu'on veut faire partie plus de la solution et contribuer à changer les choses. Parce que quand on regarde le bilan, les rapports scientifiques qui sortent, et il y en a pratiquement tous les jours des nouveaux, qui sonnent des cris d'alarme, que ce soit quand on regarde l'état du climat avec les réchauffements climatiques. On parle du 1,5 degré de réchauffement, sans quoi on s'en va vers le point de bascule et une accélération des transformations. On y est déjà presque, hein, alors que l'accord de Paris vient tout juste d'être conclu. Quand on regarde les dernières données, c'est extrêmement inquiétant. Quand on regarde du côté de la biodiversité aussi, les chercheurs parlent du début de la 6e crise d'extinction des espèces et la 5e, c'était celle des dinosaures. Quand on regarde du côté des études sur la santé aussi, de plus en plus de liens établis entre la présence de résidus de pesticides, de différents contaminants qui sont présents dans les produits nettoyants, dans les produits de nos maisons, tout ça, et des liens avec l'augmentation des cancers, les troubles et déficits d'attention chez les enfants, maladies d'Alzheimer, Parkinson et tout ça. Donc, les études, on est au courant de tout ça et pourtant, hein, face à tout ça, on peut avoir différentes réactions. Bon, moi, je me sens souvent comme ça, à me dire découragement, ou parfois, on peut aussi avoir envie carrément de se mettre la tête dans le sable, à se dire on aime mieux pas savoir parce que c'est dérangeant. On se sent souvent très impuissant face à ces constats scientifiques-là, ou on peut alors aussi décider de réfléchir un petit peu plus à qu'est-ce qui fait qu'on sait tout ça et pourtant on tarde à changer le système. Et bien souvent, on se sent un peu comme merci de remettre les diapos, s'il vous plaît, comme le petit bonhomme dans la roue, à savoir, mais après quoi est-ce qu'on remarque que la société
en fait, consomme de plus en plus, mais là, en fait, travaille de plus en plus pour consommer, pour rembourser les dettes, puis tout ça est dû à aussi une augmentation de la production. Fait que sur quoi est-ce qu'on devrait peut-être se questionner dans cette course qui est bien souvent une course à la richesse sous différentes formes? Fait que si on se posait la question, par exemple, quelle est votre plus grande richesse? Si je vous pose la question, qu'est-ce qui est votre plus grande richesse? Santé, enfant, qu'est-ce que j'entends d'autre? L'environnement, qu'est-ce que j'en... Tu peux parler plus fort, hein? La famille, OK? Bien des choses qu'on prend pour acquis aussi, ou la sécurité, hein? Si vous voyagez un petit peu dans certains pays, vous remarquerez quand on est ici, à quel point être en sécurité, c'est une richesse. L'égalité, c'en est une. L'accès à un système de santé, d'éducation, tout ça, bref. Donc, beaucoup de ce que vous, en fait, l'ensemble de ce que vous avez mentionné qui contribue à votre bien-être ne rentre pas dans ce qu'on utilise comme étant le principal indicateur de richesse pour nos sociétés, ce qu'utilisent nos décideurs pour prendre leurs décisions, c'est-à-dire le produit intérieur brut, qui ne se calcule évidemment qu'avec ce qui est monétairement calculable et qui ne fait pas de distinction entre les dépenses positives et les dépenses négatives. Ça veut dire que si vous décidez de travailler moins, par exemple, pour vous occuper d'un enfant ou d'une personne âgée, vous n'allez pas contribuer à enrichir le pays. Au contraire, vous allez contribuer à l'appauvrir à votre mesure. Si un lac est pollué, par exemple, et qu'il n'y a pas de dépenses, un lac qui n'est pas pollué ne contribue pas au PIB. Par contre, s'il est pollué et qu'il faut dépenser pour le dépolluer, là, on contribue à l'augmentation du PIB. Il n'y a pas de distinction entre des dépenses qui sont faites pour une prison parce qu'il y a une augmentation de la violence ou une bibliothèque ou une école. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment un outil de mesure qu'on utilise depuis toujours, mais qui est inadéquat. Il y a quelqu'un qui, à propos du PIB, a écrit ceci, puis je vais vous demander d'essayer de deviner qui a pu écrire une chose pareille. Si nous ne voulons pas que notre avenir, celui de nos enfants et des générations futures, soit semé de catastrophes financières, économiques, sociales, écologiques et par conséquent humaines, nous devons changer nos manières de vivre, de consommer, de produire. Nous devons changer les critères de nos organisations sociales, de nos politiques publiques, chacun pressent qu'une formidable révolution nous attend. Qui a pu écrire une chose pareille? C'est pas Clinton, c'est pas Hubert Reeves, c'est pas David Suzuki. Tous ces gens-là disent des choses semblables. Non, en fait, c'est Nicolas Sarkozy, hein, qui est l'ancien président français, plutôt à droite sur l'échiquier politique. Et vous allez retrouver le même genre de discours maintenant venant de rapports de l'OCDE, du FMI, de la Banque mondiale. Pourquoi? Parce qu'on constate que le modèle économique dominant, en ne tenant pas compte des externalités, donc des coûts environnementaux et des coûts sociaux, en d'autres termes, contribue à notre propre perte, en fait, et même à des crises économiques à venir. Parce qu'il y a la crise climatique qu'on s'attend, mais l'économie va s'en ressentir, évidemment, et encore plus l'humanité. Donc, c'est de se rappeler, de réaliser que l'économie est une construction sociale. Donc, si elle fonctionne comme elle fonctionne avec les problèmes environnementaux et sociaux qu'elle génère, augmentation des inégalités, c'est parce qu'on s'est donné des règles de fonctionnement, on l'a construite de cette manière-là, et c'est aussi qu'elle peut être changée, modifiée par différentes mesures, l'écofiscalité et autres. Là, j'ai pas beaucoup de temps, fait que je n'irai pas dans le détail. Alors, comment est-ce qu'on peut penser en dehors des cadres établis, think outside the box? Changer de paradigme, c'est de voir quels sont les outils dont on dispose en opérationnalisation du développement durable, par exemple. Et c'est ce qu'on fait au CIROD. On a 82 chercheurs de différentes disciplines. On parlait de briser les silos entre les ingénieurs, les gens en sciences sociales, les gens en sciences naturelles, en santé, tout ça. C'est ce qu'on essaie de faire pour essayer d'aborder ces enjeux-là dans leur complexité, ce qui est un mot qui fait peur en général, mais qui est pourtant ce dont on a besoin pour faire face à la complexité des enjeux actuels, c'est-à-dire de tenir compte à la fois des questions environnementales et sociales, économiques en même temps. Revenir aux diapos, si vous pouvez les laisser, merci. L'approche, l'analyse cycle de vie, ça c'est un outil dont on dispose. Comment est-ce que dans les choix que vous faites dans vos pratiques et dans l'ensemble de la société, on peut, avant de faire le choix, réfléchir à l'impact de ce produit-là ou de ce service-là d'un bout à l'autre de sa chaîne. Donc, comment est-ce que les matériaux ont été extraits? Quelle a été l'empreinte environnementale et sociale
du produit, la transformation, le transport, jusqu'à la fin de la vie. Comment est-ce qu'on peut en venir à créer une économie circulaire, c'est-à-dire où le déchet de l'un devient la matière première de l'autre et où on insiste avant tout sur la première étape. Et là, vous allez me dire, bon, ça, on apprenait ça au primaire dans les écoles vertes Brundtland, mais pourtant, c'est encore vrai et on l'oublie. Souvent, on pense à recycler, mais le premier geste écologique, c'est la réduction à la source. Quelle est l'auto la plus écologique? Pas d'auto du tout. Choisir autre chose, le transport en commun. Idéalement, la marche, les déplacements actifs, donc ça veut dire de peut-être habiter plus proche de son lieu de travail. Donc, ça amène d'autres questionnements qui vont plus que d'un produit à l'autre. Réutiliser autant que possible, recycler, valoriser, l'éco-conception, prendre des déchets. Cette jupe-là, elle a été faite à partir de déchets par une éco-designer. Comment est-ce qu'on peut, mon sac est fait à partir de déchets de sièges de voiture. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des ressources qu'on considère comme des déchets. Donc, là encore, changement de paradigme. Donc, l'économie circulaire, je vois le temps qui file, c'est donc un moyen d'utiliser de refaire l'économie, mais en créant le plus d'emplois possible et la plus petite empreinte écologique possible. Et pourquoi pas s'inspirer des oies. On en voit beaucoup passer à ce temps-ci de l'année. Vous savez que les oies ont ça de particulier que c'est jamais la même qui est au devant. Hein. Il y a un leadership qui s'échange et elles profitent tous de la force du battement d'ailes des unes et des autres. Puis je pense que si on veut en venir à relever les défis actuels du développement durable, quelle que soit la place qu'on occupe dans la société, on a à s'inspirer du travail collaboratif qu'elles font ensemble et du partage du leadership tout en se donnant une vision, un projet de société qui mènerait le Québec, qui mènerait le Canada, qui mènerait la planète à être au devant de cette transition vers une économie qui soit véritablement au service des gens dans le respect de l'environnement. Et on a tous beaucoup plus de pouvoir qu'on serait porté à croire. Merci. Merci.